Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous touche tous de près, l'éco-anxiété. Peut-on vraiment être vice-président du GIEC et garder la tête froide face à la crise climatique qui nous menace? Je vais partager avec vous des réflexions sur la manière dont les experts, confrontés à des données alarmantes, parviennent à maintenir un équilibre émotionnel tout en œuvrant pour un avenir durable. Ensemble, nous explorons les défis psychologiques liés à l'urgence climatique et les stratégies pour rester serein dans cette tempête. Restez avec moi pour découvrir comment naviguer entre l'inquiétude et l'espoir. La Terre subit des records de chaleur, des inondations et des tempêtes, exacerbant l'anxiété liée au changement climatique, tant chez ceux qui s'en touchent directement que chez les scientifiques qui étudient ces phénomènes. Comment transformer cette angoisse en action constructive? La climatologue Diana Urjvorsats, vice-présidente du GIEC, partage ses stratégies pour ne pas se laisser submerger par l'éco-anxiété. Au cours des derniers mois, la planète a connu ses mois de juin et d'août les plus chauds, ainsi que la journée la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne mondiale de 17,16 degrés Celsius le 22 juillet 2024. Beaucoup de gens ont poursuivi leur vie du mieux possible, mais cet événement a été de nature à augmenter le niveau d'anxiété climatique. L'éco-anxiété touche d'abord les gens qui subissent le plus les effets du changement climatique. En particulier dans les pays du Sud, mais aussi les scientifiques du climat, qui les documentent et les modélisent. Comment canaliser cette angoisse de façon à ne pas être paralysé mais à se propulser dans l'action? Pour répondre à cette question, The Conversation Europe s'est entretenue avec la climatologue Diana Urjvorsats, vice-présidente du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC. Pourriez-vous commencer par décrire en quelques mots votre sujet de recherche? Quels ont été les moments que vous avez jugés les plus marquants durant votre carrière de climatologue? Je travaille principalement dans le domaine de l'efficacité énergétique. J'ai fait beaucoup de travaux de modélisation, notamment pour démontrer comment des bâtiments plus efficaces pouvaient réduire les émissions de CO2. J'ai notamment lancé l'alerte sur ce que nous appelons les risques de verrouillage carbone lock-in dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments. Celui-ci se produit lors que des systèmes carbone deviennent pérennes et retardent, voire empêchent, la transition vers des solutions moins carbonées. J'ai toujours essayé de me concentrer sur des solutions qui nous permettent non seulement de résoudre les problèmes environnementaux, mais aussi d'améliorer le bien-être humain et d'atteindre d'autres objectifs sociétaux. C'est parce que je viens d'un pays, la Hongrie, où je constate que l'environnement et le changement climatique sont généralement relégués au second plan par rapport à d'autres priorités. Portrait de la climatologue Diana Urjvorsats. Diana Urjvorsats, 2024. Mon travail a donc incité les législateurs à réviser la réglementation européenne pour renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments, la directive sur la performance énergétique des bâtiments, en 2010. Le jour même où le gouvernement Fidesz a été réélu cette année-là, je lui ai montré combien d'emplois pourraient être créés grâce à la rénovation énergétique. Sur la base de nos recherches, ils se sont engagés à rénover l'ensemble du parc immobilier pour réduire la consommation des énergies de 60%, ce qui aurait été vraiment très ambitieux, le premier engagement de ce type dans le monde. Malheureusement, quelques mois plus tard,
ils ont changé d'orientation et se sont tournés vers d'autres priorités en matière de politique énergétique. Travaillez-vous aussi les scénarios climatiques les plus alarmants? Vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez particulièrement préoccupé par l'effondrement potentiel de l'Atlantique méridional overturning. Circulation, amok, un courant océanique crucial. C'est l'une de mes préoccupations, oui, car c'est l'un des points de bascule. Tipping point planétaire qui nous impacterait le plus rapidement. Si on regarde d'autres points de bascule du système terrestre, la plupart nécessitent un siècle, plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires avant d'exercer leur plein impact. Si l'amok s'effondre, en revanche, ses effets se feront pleinement sentir en l'espace de 2 ou 3 décennies à peine. Les impacts prévus sont très importants et concernent l'Europe et d'autres régions. De plus en plus d'études montrent que cet effondrement pourrait déjà être en cours. C'est vraiment alarmant. Lorsque vous avez commencé votre carrière, diriez-vous que vous étiez en proie à l'éco-anxiété? Et si ce n'était pas le cas, y a-t-il eu un moment décisif où cette anxiété est apparue? Non, lorsque j'ai commencé, je ne pense pas que nous disposions de connaissances qui auraient pu pointer vers une menace existentielle. Il n'était pas encore si tangible que tant de choses pouvaient mal tourner. Je préparais mon doctorat à l'Université de Californie à Los Angeles et à l'Université de Berkeley de 1992 à 1996. Dans le La Times, il y avait une publicité de 2 pages qui appelait les artistes à concevoir des œuvres d'art qui effraieraient n'importe qui, qu'ils pourraient ensuite placer au-dessus du dépôt de déchets nucléaires de haute activité de Yucca Mountain. De sorte que même si les gens ne parlaient pas anglais ou ne comprenaient pas le texte, ils pourraient toujours comprendre qu'il y avait quelque chose de vraiment dangereux là-dessous. On ne peut pas faire cela aux générations futures, à ce moment-là, je me souviens avoir pensé, oh mon Dieu, si on ne peut plus creuser ou marcher où l'on veut, il y a un gros problème. On ne peut pas faire cela aux générations futures. Et puis il y a le cycle sans fin de l'actualité qui fait qu'il est difficile de mettre le doigt sur les moments précis qui vous font basculer. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est la découverte, au fil du temps, que les polluants éternels, les substances per- et polyfluoroalkyles, PFAS, sont partout, même dans les régions les plus reculées de la planète. Ou encore que la pluie n'a plus le niveau de qualité requis pour être potable, pas même dans l'Antarctique. Ces problèmes ne vont pas disparaître d'eux-mêmes, précisément parce que les PFAS sont des polluants éternels. Nous ne pourrons jamais entièrement nettoyer la planète des PFAS. Il en va de même pour les microplastiques. Lorsque l'on commence à regarder l'avenir avec les yeux ouverts, cela peut être vraiment effrayant. Comment vivez-vous le contraste entre votre connaissance intime de la réalité de la crise climatique et l'inaction des décideurs? Vous étiez présente lorsque l'accord a été conclu, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'était un moment euphorique. Avant cela, si un scientifique osait mentionner le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport au niveau préindustriel, il immédiatement taxe d'écologiste et accuse d'être militant plutôt que scientifique. Avec ce type de position, vous n'obteniez pas de financement. Et soudain, ce seuil est devenu une réalité politique, ou du moins un objectif politique. Cela a été très surprenant pour moi, parce qu'à l'époque, la science n'était pas très claire sur ce qui se passerait à plus 1,5 degré Celsius. Ainsi, dans la perspective de l'accord de Paris, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, demande au GIEC de produire un rapport spécial sur les 1,5 degrés Celsius. Je me souviens en avoir parlé avec des collègues de l'époque, qui étaient surpris par la démarche. Puis les mois ont passé et ces voix se sont estompées. Lorsque nous sommes arrivés à la réunion plénière de janvier, il n'y avait plus une seule voix pour dire « nous ne devrions pas faire ce rapport ».
Les scientifiques ont changé de cap et ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer de dire, d'accord, comment s'assurer que cela soit bien fait? Ils ont ensuite fait tourner leur modèle pour découvrir qu'en fait, non seulement c'était possible de rester sous le seuil de plus 1,5 degrés Celsius, mais qu'il y avait de nombreuses façons d'y parvenir. Oui, je sais qu'il est maintenant de plus en plus improbable que nous y parvenions, mais cela a tout de même créé un grand élan collectif. Un fait sur lequel la communauté scientifique n'insiste pas assez, c'est que nous avons empêché le monde de se réchauffer de 5 à 6 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Nous sommes actuellement sur une trajectoire, dans le pire des cas de plus 4 degrés Celsius, mais plus probablement de 2,5 degrés Celsius ou 3,5 degrés Celsius. Comment parlez-vous à vos enfants de la crise climatique? Y a-t-il des choses que vous choisissez de ne pas leur dire afin de les protéger? Je ne leur cache rien. Nous parlons souvent de la gravité de la situation, car je ne peux pas m'empêcher de leur faire part, le soir, de toutes les expériences négatives et de tout ce que j'ai appris pendant la journée. J'ai le besoin de leur transmettre tout cela le soir. L'une de mes filles a souffert d'une éco-anxiété assez grave pendant près de 2 ans, lorsqu'elle avait environ 9 ans. Elle m'avait accompagné sur un tournage télévisé, où on l'avait autorisée à entrer dans le studio. Avant mon interview, ils ont passé un clip intense sur les tempêtes et les incendies, les effets typiques du climat. Mais après cela, elle a eu très peur pendant longtemps. La gravité de la crise climatique générait beaucoup d'anxiété. Telles les photos, Adobe Stock, comment cette peur s'est-elle matérialisée chez elle? Elle dormait mal. Elle avait constamment peur pour sa sécurité physique. Elle me disait, « Mon Dieu, est-ce que ça va brûler autour de nous? Allons-nous avoir des inondations? » Une enfant de 9 ans ne peut pas encore comprendre que ces risques vont se concrétiser dans le futur. Elle était juste plongée dans un état de peur et d'anxiété. C'est pour cela que c'était difficile à gérer, parce qu'il n'y avait rien de concret pour elle, rien qu'elle ne puisse exprimer verbalement ou formuler facilement. Et je ne pouvais pas lui dire pour autant, « Écoute, chérie, ça n'arrivera pas. » Et comment a-t-elle réussi à sortir de cet état de paralysie? Au bout d'un moment, je pense qu'elle a compris que cela ne menaçait pas encore sa vie. Mais tous mes enfants sont toujours inquiets et beaucoup d'entre eux veulent contribuer à la lutte contre le changement climatique, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ma fille aînée a étudié la médecine, mais après sa 2e année, elle a passé tout l'été à pleurer. Elle s'était passionnée pour l'action climatique et pensait qu'il n'y avait que 2 voies possibles, soit elle pouvait encore sauver la planète en devenant architecte pour concevoir des bâtiments ne consommant pas d'énergie, soit, s'il était trop tard. Elle devait s'efforcer d'atténuer les dégâts en restant dans le domaine de la médecine. Après 2 mois de lutte contre ce dilemme, elle a abandonné son rêve d'architecture et a décidé de poursuivre ses études de médecine. Cela m'abrise le cœur, de voir le peu d'espoir qu'a sa génération de voir la crise climatique se résoudre. Quels conseils donneriez-vous aux parents dont les enfants souffrent d'éco-anxiété? Je pense que le meilleur moyen est de transformer l'anxiété en action, de leur expliquer qu'ils ont, et que nous avons, toujours un pouvoir d'action. Même si nous sommes petits, nous avons un impact qui compte. Nous pouvons voter. Nous pouvons choisir une profession où nous pouvons changer le monde. Nous pouvons être des modèles et influencer nos pairs par le biais des réseaux sociaux et de bien d'autres moyens. Le GIEC présente, dans son 6e rapport d'évaluation, 5 rôles individuels que nous pouvons jouer pour freiner le changement climatique. Investisseurs, consommateurs, citoyens, modèles, professionnels. Il ne s'agit pas seulement de savoir si on refuse de prendre un sac en plastique au magasin. L'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive, il est entre nos mains. Nous faisons tous partie de systèmes sur lesquels chacun d'entre nous peut avoir plus d'influence qu'il ne le pense.
Si vos enfants commençaient à faire grève pour le climat, les soutiendriez-vous? Oui, je pense que les manifestations sont l'un des moyens les plus importants pour avoir un impact. En outre, les enfants n'ont souvent pas d'autres outils. C'est pourquoi ils ressentent de l'anxiété, parce qu'ils n'ont pas encore d'influence. Ils n'ont pas d'argent à dépenser ni de droit de vote. Ils n'ont pas encore de profession leur permettant d'influencer le monde. Ils se sentent impuissants. Et souvent, le seul pouvoir des enfants est de protester. Si nous leur donnons d'autres moyens d'influencer les processus, ce sera encore mieux. En conclusion, l'éco-anxiété est un phénomène de plus en plus présent dans notre société, et il est essentiel de reconnaître ses impacts sur notre bien-être et notre engagement face à la crise climatique. Être vice-présidente du GIEC implique une responsabilité immense, mais cela ne signifie pas que l'on doit ignorer ses émotions. Au contraire, il est possible de conjuguer passion et rationalité, d'agir avec détermination tout en préservant sa santé mentale. En cultivant un équilibre entre engagement et sérénité, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus durable, tout en gardant la tête froide face aux défis qui nous attendent.